Salut à tous, c'est Laurine et Mickaël. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo bilan de notre voyage en Colombie. C'est un pays qui nous a vraiment surpris, que nous avons beaucoup aimé et nous allons y retourner vraiment avec grand plaisir. Notre voyage a duré uniquement 9 jours parce qu'on était assez pressés. On est parti du 18 novembre au 27 novembre 2023. Nous avons fait 3 jours à Santa Marta avec le parc de Terona. Nous avons fait 3 jours à Bucaramanga pour aller voir un ami et voir également la campagne colombienne. Et enfin, nous avons fait 3 jours à Medellín avant de partir dans un autre pays. Donc dans cette vidéo, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on parle de l'itinéraire, du budget, de la nourriture, des transports, des hôtels, des activités, de tout ce qui peut vous être utile avant de partir en Colombie. La première section, qui est souvent la plus attendue, est le budget. Alors le budget, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 1 euro est actuellement égal à 4400 pesos colombiens. C'est la valeur que vous avez à l'heure actuelle au tournage de la vidéo. Pour aller là-bas, il vous faut un visa. Le visa est gratuit. Vous pouvez le faire directement à votre arrivée. Par contre, avant de prendre l'avion, on va vous demander d'avoir votre vaccin de la fièvre jaune. Donc pensez bien à prendre ce papier-là, c'est vraiment très important. Et au moment où vous allez arriver sur place, on va vous demander également un billet de sortie du territoire. Certaines compagnies le font dès votre embarquement en France ou dans un autre pays. Donc pensez bien tout de suite à avoir une date de sortie pour éviter de rester sur place. Ensuite, au niveau du budget, on a mis pour 330 euros d'hôtel, sachant qu'un hôtel, on l'a payé 2 fois parce qu'on a fait une excursion en plus et on n'a pas pu l'annuler au dernier moment. Un repas pour 2 personnes, si vous mangez dans des petits boui-boui locaux, c'est entre 40 000 et 50 000 pesos colombiens. Si jamais vous prenez plutôt des restos, ce qu'on appelle pour les gringos, donc pour les étrangers, c'est entre 70 000 et 80 000 pesos colombiens pour 2 personnes. Nous, on a pris une carte SIM en arrivant là-bas pour avoir Internet sur place. On fait payer 3 000 la carte SIM et après, il faut payer une recharge et pour une personne, on a payé 7 500 pesos colombiens pour avoir 8 Go pendant 8 jours. Et la recharge, elle se fait chez Giros. Il faut prendre la carte chez Movistar, qui est un des opérateurs. Vous en avez d'autres comme Claro, par exemple. Et après, nous, vu comme on est resté 9 jours et non pas 8, on a ajouté 3 500 pesos pour 48 heures pour avoir 1,1 giga en plus. Il y a bien sûr des recharges beaucoup plus longues, donc après, c'est à vous de voir en fonction de là où vous êtes. Vous aurez besoin de retirer du cash parce que quasiment tout se fait au cash là-bas, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, il y a une banque où, à l'heure où on était, il n'y a pas de frais, mais on a vu qu'il y a eu des frais qui ont été ajoutés juste après. C'est Davivienda, qui est une banque, vous verrez, elle est rouge. Et pareil pour les distributeurs, c'est quand même assez simple de pouvoir retirer là-bas. Bien sûr, faites attention, toutes les cartes ne passent pas forcément. Donc pensez peut-être des fois avoir une Visa et une Mastercard ou de plusieurs banques différentes. Ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir retirer. Au niveau des transports, ça nous a coûté 472 euros, sachant que dedans, il y avait les vols d'avion qui coûtaient un peu plus cher. Et après, si jamais vous voulez prendre par exemple un taxi depuis l'aéroport Santa Marta pour aller dans le centre-ville, c'est des taxis qui ont un prix forfaitaire. Et là, c'est 36 000 pesos pour le taxi complet, donc il n'y a pas moyen de négocier de cette partie-là. Après, si vous voulez, il y a un bus qui fait l'alternative, mais il est un peu plus compliqué à trouver et il met à peu près 1 heure pour aller dans Santa Marta. On a payé également 9 000 par personne pour le bus de Santa Marta à Terona. Ce sont des petits bus qui fonctionnent très bien. Si jamais vous voulez aller de Santa Marta au parc de Terona, je vous invite à aller voir notre vidéo qu'on a fait sur le parc de Terona où on explique où le prendre, comment le prendre et la manière la plus simple pour pouvoir y aller. On a payé également 19 000 pesos par personne pour aller de Medellín à Guatapé directement avec un bus. Pour le métro, à l'intérieur de Medellín, il faut payer une carte 10 000 pesos et après, vous pouvez recharger à coût de 3 000 pesos par trajet. Et vous pouvez être plusieurs sur la même carte. Donc, si jamais vous êtes une famille complète, vous prenez qu'une seule carte à 10 000 pesos et après, vous la rechargez d'autant de trajets que vous souhaitez le faire par personne. Au niveau des activités, ça nous a coûté 180 euros. On a payé 140 000 pesos pour 2 personnes pour la Ruta del Cacao à Terona. C'était un petit peu cher, mais ça venait juste d'être lancé et on trouvait vraiment une expérience très sympa. Après, on a payé 62 000 pesos par personne pour l'entrée du parc de Terona pour une journée, parce que vous avez des packs pour plusieurs jours si ça vous intéresse. À ça, il faut ajouter 8 000 pesos par personne pour l'assurance à l'entrée du parc qui est obligatoire, plus 5 000 pesos pour le bus qui est à l'intérieur par personne. On a payé également 25 000 pesos par personne pour l'entrée de la Piedra del Peñol, qui est entre Medellín et Guadapé. On a payé également 90 000 pesos par personne pour le guide francophone de la Comuna 13 à Medellín. Et on a payé 120 000 pesos par personne pour l'entrée au musée de Pablo Escobar à Medellín.
Au total, pour ces 9 jours en Colombie, pour 2 personnes, on en a eu pour 1270 euros, soit 70 euros par jour et par personne. Bien sûr, vous pouvez enlever certains coûts de transport si vous prenez des bus, mais les distances sont quand même vraiment très longues. Donc faites attention, des fois c'est quand même beaucoup plus pratique de prendre l'avion. Il n'y aura pas une grosse différence de prix des fois entre les deux. La section suivante, qui est souvent celle qu'on préfère pour nous, c'est la partie nourriture. Vous avez la possibilité de manger, comme je disais, comme des locaux en demandant des platos ejecutivos. C'est le plat, on va dire, du travailleur. Ça coûte entre 8 000 et 20 000 pesos par personne. Vous avez bien sûr à l'entrée, vous pouvez manger ça le midi. En entrée, vous avez une soupe et après, vous avez un plat avec de la viande. Ça peut être du poulet, ça peut être du porc, ça peut être du bœuf. Ce sera à vous de le choisir. Et souvent, vous avez même une petite boisson avec qui est un jus et autres. Et c'est vraiment très bien. Ça vous permet de manger assez rapidement. Et souvent, ce n'est pas écrit sur la carte. Donc, pensez bien à le demander et vous verrez qu'ils vous le font assez rapidement. On a mangé également pas mal de street food avec par exemple des tamales ou des hallacos qui sont souvent dans des feuilles de bananier ou des feuilles de maïs avec une fécule de maïs avec de la viande à l'intérieur. C'est vraiment très bon, ça se mange vraiment sur le pouce comme ça, c'est assez chaud et vous en trouvez plutôt dans les petites villes de Colombie plutôt que dans les grandes villes. On a également bu de la bière au chocolat café qui s'appelle la Tres Cordilleras de Negra, qui est vraiment bonne. On n'aime pas du tout la bière noire avec Laurine, c'est Julien qui nous a fait découvrir ça. Et c'est une bière qui a plein d'arômes et vous pouvez la trouver en bouteille ou par exemple vous pouvez la trouver directement en pinte dans les plus grandes villes. Et vraiment, si vous êtes là-bas, si vous aimez un petit peu la bière, je vous invite à aller la goûter. Après, pour tout ce qui est bière lager traditionnelle, la meilleure restant la bière locale Club Colombia parce que les autres sont vraiment pas bonnes et elles sont vraiment bas de gamme. Ça coûte pas très cher la bière là-bas, j'ai plus le montant exact, mais globalement, vous pouvez en trouver assez facilement. En termes de boisson, on a goûté aussi le Pone Malta. C'est un espèce de soda qui a un goût assez spécial. Les Colombiens en boivent un petit peu de temps en temps. On n'a pas du tout aimé, c'est vraiment très très chimique en termes de goût. Mais achetez-en un une fois au moins pour goûter, vous verrez, c'est un petit peu particulier. Dans les choses que vous pouvez trouver un peu sur le marché, vous avez des cacahuètes par exemple caramélisées au café qui s'appellent Mani con Sabo à café. Et ça, c'est vraiment très bon. Ça fait comme des chouchous, mais avec un enrobage un peu plus café. Ça n'a pas un gros goût de café, c'est pas vraiment marqué, mais ça fait des petites cacahuètes caramélisées. C'est vraiment assez bon. Dans les petites choses à manger également sur le pouce, on a des empanadas. Alors, je vais être franc directement avec vous. Nous, on préfère vraiment ceux qu'on avait en Argentine parce qu'ils avaient beaucoup plus de goût, beaucoup plus de saveurs différentes. C'est vraiment le lieu pour manger des empanadas. Mais là, on a mangé des empanadas de yuca. Souvent, ce sont des empanadas avec une espèce de purée et de la viande hachée à l'intérieur. C'est assez bon, c'est assez pratique quand vous n'avez pas beaucoup de temps avant de monter dans un bus. Vous en trouvez sur plein de petits stands dans les gares et ça fait l'affaire. Mais voilà, c'est pas forcément les meilleures choses qu'on ait pu goûter. On a mangé également une glace dans un fruit de la passion jaune. Alors, vous avez un énorme fruit de la passion jaune qui est creusé et à l'intérieur, ils vont mettre des boules de glace, que ce soit de la vanille, du fruit de la passion, du caramel, ce que vous voulez. Et ça vous fait vraiment une coupe qui est très très sympa, très très agréable, très très rafraîchissant quand il fait chaud. Donc ça, c'est super bien. L'avantage en Colombie, quand vous faites le marché, c'est qu'il y a beaucoup de fruits et de légumes divers et variés. Vous avez du manioc, vous avez des avocats, vous avez des tomates, vous avez plein de choses différentes parce qu'il y a un climat qui est vraiment tropical, qui est vraiment bon pour le développement des fruits et des légumes. Donc c'est très agréable de pouvoir trouver autant de variétés. Si vous commandez des plats, souvent on va vous donner une petite sauce à côté qui s'appelle le hari, qui est un mélange de légumes avec du piment et de l'huile. C'est quelque chose qui est plus ou moins fort en fonction de l'endroit où vous allez le prendre. Ça peut relever un petit peu les plats, je vous invite vraiment à le goûter, même si vous n'aimez pas trop le piment. Et c'est vraiment très agréable d'avoir justement comme ça ces petites sauces qui sont séparées et au moins de ne pas vous faire brûler la bouche si vous n'êtes pas fan de piment. Au petit déjeuner, ils servent également des galettes de maïs avec des œufs, c'est quelque chose qui se fait assez bien. Vous pouvez les manger, c'est assez surprenant, c'est des galettes qui sont un petit peu épaisses. Il faut quand même un petit peu les mélanger avec autre chose parce que sinon c'est un petit peu sec, mais sinon c'est globalement assez bon. Globalement, la Colombie est un pays du café, c'est vraiment un très gros exportateur. Et si vous voulez en goûter là-bas, il y a plusieurs cafés que vous pouvez trouver un peu de partout, des plus ou moins bons, mais le café reste globalement assez cher. Et nous, on a bu du café au Café Mesa de los Santos Casa de Bolivar à Bucaramanga et il est vraiment très bon. Ce sont des petits cafés locaux avec la possibilité d'acheter pareil du chocolat local.
Donc vraiment, si vous avez la possibilité, essayez de le goûter plutôt dans des endroits un peu spécialisés. Lorsqu'on a fait la Ruta del Cacao, on a pu récupérer une cabosse de cacao qui venait juste d'être à maturation. On l'a ouvert en deux et là, on peut manger directement la chair du fruit. Ça donne un petit goût qui est sucré et acidulé. Il ne faut pas trop en manger non plus, sinon ça vous fait mal aux dents derrière. Mais c'est complètement différent de la graine de cacao qui va être séchée et derrière qui va être moulu et rôti et moulu pour faire du cacao. Mais là, vous avez vraiment cette saveur qui est un peu particulière. Dans les choses qu'on a goûtées qui sont un petit peu exceptionnelles, on a goûté les hormiga culona, qui sont ni plus ni moins que les fourmis grosses fesses, pour éviter la traduction qui me fasse ban de YouTube, qui sont grillées. Et là, c'est un plat qui est typique de Santander, de la région de Santander. C'est assez gros comme fourmi, on sent vraiment le goût de l'insecte. Moi, ça m'a pas trop dérangé, Laurine, elle n'a pas du tout aimé. Mais bon, il fallait tester, c'est quelque chose d'assez assez exceptionnel. Dans les dégustations un petit peu particulières, on a pu goûter la boisson de maïs fermentée, qui n'est pas une fermentation qui est très forte. C'est quasiment aussi fort que de la bière. Laurine a bien aimé. Moi, c'était pas trop à mon goût. J'ai un peu du mal avec le maïs fermenté en termes de saveur, mais bon, c'est comme ça. Dans les petits villages, on a également goûté du pan des bono. C'est un pain au fromage qu'on a acheté à Barichara. Vous en trouvez un petit peu partout dans cette région-là. C'est pas un fromage qui est très marqué, c'est un espèce de gruyère qui est mis à l'intérieur. Pas exceptionnel, c'est correct. Si jamais vous avez un petit creux, vous pouvez en manger, mais c'est pas juste génial. Lorsqu'on a fait la visite de la communauté 13, on nous a offert un fruit de la passion jaune qu'on a ouvert à la main et on a mangé les graines à l'intérieur. C'est vraiment une saveur qui est assez exceptionnelle, dont on n'a pas forcément l'habitude. C'est assez sucré et c'est vraiment bon. Bien sûr, en Colombie, on retrouve pas mal de viande, de la bonne viande grillée, comme la costilla de chez Sabor Llanero. Et par exemple, le dernier repas qu'on ait fait avec Julien, c'était un énorme replat. Je vous montrerai la photo parce que c'était juste impressionnant. Ça s'appelle la picada. Et là, vous avez de la viande, vous avez des pommes de terre, vous avez du chorizo, vous avez plein de saucisses. C'est vraiment très bon. Mais globalement, il ne faut pas travailler l'après-midi ou il ne faut pas prévoir des grosses excursions. Pour la partie logement en Colombie, globalement, c'est assez confortable avec un Wi-Fi qui est correct. Vous pouvez travailler un peu de partout. Vous n'avez pas trop de problèmes de ce côté-là. Par contre, il y a quand même quelques problématiques. C'est qu'il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'eau chaude souvent dans les logements qui sont dans la partie nord du pays. C'est que de l'eau froide, donc ça peut un peu surprendre. Et des fois, c'est quand même pas super agréable. La plupart des logements sont équipés d'un ventilateur et pas forcément d'une clim. Donc, si jamais il fait vraiment très chaud, ça peut être gênant. Nous, les températures étaient à peu près correctes, donc on n'a pas forcément trop souffert de ça. Mais si vous êtes dans une période où c'est vraiment très humide et qu'il fait très chaud, bah, globalement, ça peut être vraiment un gros frein. Et bien sûr, comme dans tous les logements en Amérique du Sud, il y a des gros problèmes d'insonorisation. Ils ne savent pas faire de l'isolation dans les bâtiments, donc vous entendez tout ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur. Donc pensez bien à prendre des logements des fois qui sont un peu sortis des grandes rues qui sont passantes pour éviter d'être trop dérangé par les différents bruits. Au niveau des transports, la Colombie est un pays qui est vraiment très grand. Vous avez la possibilité de prendre des avions, des bus. Il n'y a pas forcément de train d'après nos connaissances. Et si jamais vous prenez des bus locaux, l'avantage c'est qu'ils sont faciles à prendre et qu'ils sont vraiment peu chers. Ce qui est assez drôle, c'est que dans les bus qui vont traverser les villes, les petits bus, vous avez des rappeurs improvisés qui vont rentrer à l'intérieur du bus, qui vont commencer à rapper. Ça va durer, je ne sais pas, 3-4 minutes. Ils vont passer pour récupérer un peu de monnaie et puis après ils vont ressortir. Et vous avez plein de vendeurs ambulants comme ça qui vont faire 200-300 mètres avec vous dans le bus pour vous vendre des petites choses à manger, des petites amulettes ou des petits gris-gris. Et voilà, ça fait partie du folklore. Donc des fois vous tombez sur des personnes qui sont très bonnes d'un point de vue musical et des fois c'est juste horrible, ça vous fait mal aux oreilles pendant 4 minutes. Mais bon, ça vaut le coup quand même de voir un peu ce folklore-là. Quand vous avez besoin de vous déplacer, la manière la plus simple, c'est de prendre un InDrive, qui est l'équivalent de Uber. C'est une application qui est un peu particulière parce qu'en gros, on va vous suggérer un prix et c'est vous qui allez définir le prix que vous souhaitez mettre. Et là, les chauffeurs vont vous proposer le leur. Donc, il faudra juste bien choisir ce que vous préférez et le chauffeur que vous préférez en fonction de la destination. À Medellin, vous avez également Didi qui fonctionne très bien. Donc, je vous invite vraiment à prendre cette application-là. Parce que quand vous sortez de l'aéroport, les chauffeurs ont tendance à vous faire des tarifs qui sont 2 fois supérieurs au montant traditionnel. Et au moins, comme ça, les courses sont suivies, elles sont tracées et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pareil, petit conseil, évitez de mettre un nom qui est trop typé français ou qui n'est pas typé latino. Parce que par défaut, ils vont vous mettre
30 ou 40% plus cher directement quand ils vont voir votre prénom. On a fait le test avec le InDrive de Andrea, la conjointe de Julien qui est sur place, qui est une Colombienne. Et pour les mêmes courses au même endroit, elle avait des tarifs souvent 15 à 20% moins chers que les nôtres, juste parce que moi, il y avait Mickaël sur le prénom. Donc au pire, mettez un prénom latino et puis au moment où le chauffeur arrive, vous faites appeler par ce prénom-là et puis comme ça, tout se passera bien. Bien sûr, dans les petits villages, vous avez la possibilité de prendre des tuk-tuk, ce qui est quand même très très pratique. Par exemple, si vous avez besoin de retourner après une randonnée au point de départ, bah, globalement, ça se fait bien. À Guané, on l'a fait. Ça permet au moins de remonter jusqu'à Barichala sans avoir besoin de surtaper toute la montée à la marche. Au niveau des avions, ils sont souvent en retard parce que le problème c'est que la compagnie principale Avianca, c'est un peu une catastrophe. Ils font pas attention à vos bagages, ils sont tout le temps en retard et ils vous servent rien du tout dans l'avion. Même si vous avez un vol de 3-4 heures, vous n'avez pas le droit à un verre d'eau. C'est vraiment le strict minimum cette compagnie. Donc voilà, c'est pratique parce que c'est l'avion, ça va vite, mais c'est globalement pas la meilleure compagnie qu'on ait pu prendre. Pour la catégorie suivante, c'est sur les habitants. Les habitants sont des personnes qui sont très très amicales, qui vont vraiment vous aider en permanence. Quand vous avez besoin de quoi que ce soit, vous leur demandez. Et vraiment, ils se font un plaisir de vous aider. Ils sont toujours super gentils. Sur les 10 jours, on a rencontré plein de personnes. Et sur toutes les personnes qu'on a rencontrées, il n'y en a qu'une qui nous a fait la tête. C'était à l'aéroport, chez Avianca. Sinon, toutes les autres personnes, super agréables, super gentilles. Ils parlent bien l'espagnol. C'est un espagnol qu'on comprend bien. Ils mâchent pas leurs mots. Donc, c'est plutôt pas mal. Franchement, les habitants, rien à redire, très agréable. Et c'est ce qui nous a donné aussi envie de revenir voir d'autres parties du pays, parce qu'on a fait plutôt la partie nord du pays, et je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à aller visiter dans la partie sud et sud-ouest du pays, parce que c'est vraiment un très grand pays. Au niveau des activités, on a fait pas mal d'activités quand même en 9 jours. Et la première a été la Ruta del Cacao au parc de Tayrona. Le parc de Tayrona, c'est un parc national qui est vraiment très grand, avec une grande végétation, avec des plages qui sont magnifiques. On en reparlera juste après. Et en fait, à l'entrée vers El Zeno, vous avez un petit logement qui organise en fait des visites de la plantation du cacao, qui vous explique toutes les étapes avec une dégustation. C'est possible de le faire en anglais si jamais vous ne parlez pas forcément bien l'espagnol. Et là, vous pouvez fabriquer du chocolat 100% cacao et l'emmener avec vous derrière. Donc, vous avez vraiment toutes les étapes. Pensez à prendre de l'anti-moustique parce qu'il y a plein de moustiques là-bas. On s'est fait dévorer nous, pendant la démonstration et pendant la visite. Mais c'était vraiment très impressionnant de pouvoir sentir le cacao comme ça avec un arôme. Le cacao de Colombie est vraiment très floral et vous pouvez en manger du 100% sans pour autant que ça vous écœure comme on pourrait l'avoir avec d'autres cacao. Ensuite, on est allé au parc Tayrona pour aller voir la Playa del Cabo de San Juan, qui est l'une des plus belles du monde. De mémoire, elle était classée dans le top 10. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est assez beau à voir. Vous marchez pendant environ 2-3 heures dans le parc à travers différents endroits. Par contre, faites très attention. Il y a plein d'endroits où la baignade est non autorisée et c'est à raison parce qu'en fait, il y a des lames de fond et il y a eu énormément de personnes qui sont noyées. Ça arrive encore toutes les quelques années. C'est encore arrivé récemment. Donc vraiment, n'allez pas vous baigner dans les zones où ce n'est pas autorisé. Ou si vous faites, vraiment rester très près du bord. Et quand je vous dis très près du bord, c'est-à-dire vous mettez juste les pieds dans l'eau et vraiment vous n'allez pas plus loin. Pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de se retrouver avec énormément de monde à la Playa del Cabo de San Juan, vous pouvez aller à Boca de Saco, qui est juste après, qui est une plage qui n'est pas forcément très bien marquée. Parce qu'en fait, le bout de la plage, c'est une plage nudiste. Et là, il n'y a vraiment personne. C'est hyper agréable. Vous avez le soleil, vous êtes tranquille. Vous pouvez vous baigner et au moins vous n'avez pas tous les vendeurs qui passent au fur et à mesure. C'est vraiment super agréable. Par contre, pensez bien à prendre de l'anti-moustique, pensez bien à prendre de la crème solaire et pensez bien à prendre beaucoup d'eau quand vous allez là-bas. Nous, on avait pris 3 litres d'eau pour 2 personnes pour la journée et on a dû racheter 1,5 litre sur place. Donc si vous pouvez partir avec des gros sacs et emporter tout ce qu'il vous faut, franchement faites-le. Je sais qu'il y a des personnes qui dorment là-bas. Nous, on ne voulait pas forcément dormir en tente sur le bord de la plage. Donc on a pris un logement à El Zeno et on s'est fait l'aller-retour directement dans le parc de Tayrona, qui est juste à 100 mètres de El Zeno. Hein. C'est vraiment à l'entrée et donc ça se fait vraiment très bien sur une journée. Quand on est allé à Bucaramanga, on est allé avec Julien dans des petits villages, dont celui de Saint-Ril. On est allé à la Cascadas Juan Curi y Paramia, qui est une cascade sur plusieurs étages, qui ferme aux alentours de 16 heures. Donc pensez bien aller assez tôt. C'est 12 000 pesos l'entrée. Vous avez un bus depuis Saint-Ril pour pouvoir y aller. Et vous avez une première partie où vous montez à travers la jungle. Donc pareil, pensez bien prendre l'anti-moustique. Et après, vous pouvez vous baigner à plusieurs étages. L'eau est assez froide. Et si jamais il pleut, ça peut devenir un petit peu dangereux. Il y a des crues un peu fortes qui peuvent être.
Mais vraiment, c'est une très très belle cascade. On est passé une belle après-midi en tout cas, nous, ce jour-là. On a également joué au Terreau, qui est un jeu avec des galets. C'est vraiment un jeu typique colombien. Et l'objectif, c'est de faire détonner des petits triangles de poudre à canon. Vous avez un bac avec de l'argile qui est à 10 mètres à peu près de distance. Donc, vous allez jeter un galet dessus et l'objectif va être de tirer dans un cercle qui est à peu près au centre. Ça fait un calcul de points. Il y avait différentes équipes. Nous, on était en équipe de 4 lorsqu'on est allé avec l'hostel avec lequel on était. Et vous pouvez être plus ou moins sérieux quand vous allez jouer dessus. Nous, bien sûr, l'objectif, c'est de se salir le moins possible les mains. Parce que quand votre galet il tombe dans l'argile, bah, globalement, vous allez en avoir plein les mains derrière. Donc, nous, on récupérait tous les galets qu'il y avait à côté. On a passé vraiment une très très belle soirée. Mais c'est un jeu, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir un peu comment ça fonctionne. Il y a des championnats, il y a des équipes. C'est vraiment typique colombien. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 équipes. On a également beaucoup aimé les petits villages typiques de Colombie, comme celui de Barichara, qui est proche de Sanril. C'est un petit village qui est vraiment tout blanc, avec des avenues qui sont très typiques, avec des maisons assez anciennes. Ils sont vraiment arrivés à garder cette architecture qui est vraiment très belle. On a pu se balader jusqu'à Guané, qui est un autre village qui est un petit peu plus en dessous. Il y a à peu près 2 heures, 2 heures et demie de marche. Et c'est un village qui ressemble pratiquement à celui de Barichara. Ce sont des petits villages qui sont hors du temps, qui sont vraiment représentatifs de la Colombie. Si vous voulez en voir un autre également, vous avez celui de Giron, qui est près de Bucaramanga. Le problème, c'est qu'actuellement, ils sont en train de faire des travaux sur la place principale, et quand ils font des travaux, ils ont tendance un peu à dénaturer en fait ces villages. Pourquoi ils vont les dénaturer? Parce que lorsqu'ils vont refaire les places, ils vont avoir tendance à utiliser du béton et pas utiliser des matériaux qui étaient de l'ancien temps, et donc ça fait un petit peu des décalages dans certaines ruelles. C'est dommage parce que c'est vraiment très beau. Ce que nous avons bien aimé, c'est également la Piedra de Peñol, qui est à Peñol, qui est proche de Medellín. Alors bien sûr, il faut prendre un bus et le moyen le plus simple pour y aller, c'est de prendre un bus depuis le terminal nord à Medellín. Vous allez vous arrêter tout en bas en fait de la Piedra del Peñol et là vous avez 700 marches à monter pour arriver en haut et pour avoir une vue magnifique sur l'ensemble du paysage qui est dans ce coin-là. Vous avez un lac qui est juste surprenant avec des bateaux et plein de petits hôtels qui sont en train de se construire. Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a pris un tuk-tuk pour aller à Guatapé. Vous avez 4 km entre la Piedra del Peñol et Guatapé. Vous pouvez le faire à pied, mais en tuk-tuk, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, vous arrivez dans un petit village très vivant, plein de couleurs, avec une activité qui est juste exceptionnelle. Et vraiment, je vous invite juste à aller vous balader dedans, à manger également là-bas et à vous perdre dans les ruelles parce que vous allez découvrir plein de petits endroits très sympas, très typiques et vous allez pouvoir goûter à des choses un petit peu extraordinaires. À Medellín, il y a une histoire qui est vraiment très intéressante, très passionnante entre l'histoire de la Comuna 13 et celle de Pablo Escobar par exemple. Dans la Comuna 13, c'est un quartier qui a été marqué par l'opération Orion et on a eu la chance de pouvoir le visiter avec David, un guide francophone. Alors, il nous expliquait, et je vais vous faire un résumé assez rapide, qu'à l'époque, il y avait 2 groupes de narcos qui se partageaient la Comuna 13, ce quartier-là, et il y avait une séparation dans une rue qui était une séparation invisible. Le président de l'époque, il s'est allié avec des paramilitaires, il a envoyé également l'armée pour nettoyer ces quartiers-là. Et le gros problème, c'est qu'il a donné une prime à chaque personne de l'armée qui allait tuer un narcos. Et vu comme ils n'avaient pas forcément trouvé, ils ont tué énormément d'habitants, ce qui a fait beaucoup de dégâts et ce qui a marqué vraiment l'histoire de la Colombie. On a également, dans ce quartier-là, aujourd'hui, il a été réhabilité pour essayer de le faire vivre, pour essayer de donner une nouvelle dimension. Et pour ça, en fait, ils ont proposé à pas mal d'artistes de pouvoir faire du rap improvisé, par exemple, en plein milieu de la rue, de pouvoir faire du street art, de pouvoir faire vivre ce quartier d'une autre manière. Et je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir aller se balader, de pouvoir comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. C'est pas un quartier qui craint, vous pouvez vous balader assez facilement dedans, mais je vous invite vraiment à prendre un guide pour comprendre toute l'histoire et par exemple pour voir certains terrains de foot qui étaient des endroits où certaines personnes étaient exécutées. Si vous passez devant de manière naturelle, vous n'allez pas forcément y faire attention. Et il pourra vous présenter également pas mal de personnes qui habitent à l'intérieur de ce quartier-là. L'après-midi, on est allé au musée de Pablo Escobar. Alors Pablo Escobar est une personne qui est très décriée là-bas. Il a fait un peu de bien et beaucoup de mal. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui est très douloureux pour les Colombiens d'en parler avec eux. Donc nous, on voulait comprendre un peu mieux son histoire, pourquoi il en est arrivé là, et ne pas partir du principe que la série Narcos explique vraiment son histoire. C'est une série, c'est une fiction, et globalement, ils omettent plein de choses, ils romancent beaucoup d'autres choses, ils font faire des choses qui ne sont jamais arrivées.
Et donc le mieux, c'est de partir dans le musée et de comprendre un petit peu mieux comment ça s'est passé et pourquoi Pablo Escobar est devenu ce qu'il est devenu. Sachant que ce musée, en fait, il appartient au neveu de Pablo, qui est le fils de son frère qui était le comptable du cartel. Et dans ce musée-là, on vous explique par l'histoire de Pablo qu'il a eu un frère qui a été tué et que c'est ce qui a déclenché réellement la guerre entre le cartel de Medellín et directement la police. Il nous expliquait également que le salaire moyen en Colombie, c'était entre 5 et 7 dollars par mois pour les personnes qui gagnaient très bien leur vie. Et par exemple, qu'un aller-retour aux États-Unis avec de la cocaïne, c'était 15 000 dollars qui étaient payés. Donc c'est ce qui a un peu lancé, on va dire, la carrière de Pablo, jusqu'à qu'il rentre en politique. Et là, globalement, tout a dérapé. Il nous explique également qu'il a eu un échange téléphonique avec le président colombien, sachant que Pablo Escobar détenait sa fille, donc il y a eu des moyens de pression qui ont été mis. Et c'est une histoire qui est encore très décriée par le gouvernement actuel en Colombie, mais pourtant c'est bien ce qui s'est passé parce qu'il y a eu une espèce de manipulation à l'époque. Une fois que Pablo Escobar a été abattu, ses biens ont été récupérés, mais le problème c'est qu'il y en a eu un grand nombre qui ont disparu miraculeusement, comme des voitures de sport, ce genre de choses. Il nous expliquait que c'est globalement le fonctionnement de la Colombie et des problématiques qu'il peut y avoir encore à l'heure actuelle avec les différents cartels qui peuvent sévir dans ces zones-là du pays. On a profité de notre séjour en Colombie pour fumer un cigare cubain. Ils en ont des Colombiens, mais les Cubains sont meilleurs. C'était une première expérience pour nous. On l'a fait chez iCigar. C'était vraiment une expérience qui était exceptionnelle parce que les personnes nous ont vraiment fait découvrir le cigare, le mode de fonctionnement, comment les couper, comment les allumer, comment les fumer. Et le goût s'est vraiment accentué à la moitié du cigare. Donc, si vous avez l'occasion et que vous aimez ça, essayez d'aller en goûter un là-bas dans quelque chose d'un peu typique. Alors, ce qu'on n'a pas forcément aimé dans les activités de manière globale en Colombie, c'est le merchandising lié à Pablo Escobar. Alors, dans le musée, on peut à peu près le comprendre, mais par exemple, à la Piedra del Peñol, ils font des panchos avec la tête d'Escobar dessus, ce qui n'est pas forcément de bon goût. C'est un petit peu comme si nous, on avait des panchos avec la tête d'Hitler ou de Mao dessus. Voilà, c'est clairement quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, qui a fait un peu de bien en construisant, par exemple, un quartier complet pour des habitants, mais à côté de ça, qui a tué des milliers de personnes. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure chose à recommander. On a toujours une dernière catégorie qu'on ne sait pas forcément trop classer, mais qui peut vraiment vous aider si jamais vous allez en Colombie. La première, c'est d'abord de tout négocier. Pas forcément les prix dans les restaurants, mais tout ce qui est dans la rue, ou lorsque vous allez acheter un produit, pensez toujours à le négocier. Pas forcément à diviser par 10 le prix, mais à négocier toujours de quelques euros. Ça vous permettra de faire des petites économies et ça se fait vraiment bien dans la culture colombienne. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Ce qu'on a moins aimé en Colombie, c'est tout ce qui est problème de sécurité dans certains quartiers des grandes villes où vous avez des personnes qui sont armées ou potentiellement vous pouvez vous faire braquer pour pas grand-chose. Si vous les évitez, il n'y a pas forcément de grands risques, mais un conseil que nous a donné Julien qui est vraiment très utile, c'est quand vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous interpelle pour quelque chose, ne lui répondez pas, continuez de marcher, faites votre vie. Parce que si jamais vous venez à lui répondre avec l'accent que vous avez, il va voir en fait que vous êtes un étranger et potentiellement ça peut vous poser problème. Il va se permettre des choses qui ne se permettraient pas en fait avec des locaux. Parce que la Colombie est vraiment multiculturelle, donc il y a des personnes qui sont de couleur très claire et des personnes qui sont de couleur qui sont plus mates parce qu'ils habitent plutôt dans la partie nord du pays. Donc vous ne serez pas forcément interpellé par votre couleur de peau, mais plutôt par votre accent et par votre façon de parler. Et pareil, évitez de parler trop fort quand vous marchez dans la rue, ça peut attirer l'attention et donc potentiellement vous créer des différentes problématiques. Je vous invite vraiment à regarder la carte de la Colombie sur le site de la diplomatie du gouvernement français. Toutes les zones qui sont en rouge, globalement, évitez-les. On en a parlé, nous, avec pas mal de locaux. Et il y a plusieurs raisons à ça. C'est que toute la frontière vers, par exemple, le Venezuela est minée. Et vous avez également beaucoup de Vénézuéliens qui viennent aujourd'hui en Colombie, ce qui pose des gros problèmes de sécurité, parce que c'est une immigration qui n'est pas forcément souhaitée et qui n'est pas régulée. Et après, vous avez aussi pas mal d'endroits où c'est juste dangereux parce que c'est détenu par des cartels et autres. La météo, c'est pas la peine de vous y fier sur les sites web parce qu'elle est totalement fausse. En fait, on va vous annoncer de la pluie tous les jours. Et à raison, parce que si vous êtes dans une période comme nous, sur la mi-novembre, vous allez avoir des fortes pluies. En quelques heures, il peut tomber beaucoup d'eau. Ça remplit les ruelles, par exemple, à Santa Marta. Mais le temps change très vite et vous pouvez avoir un grand soleil l'après-midi quelques heures après. Donc ne vous fiez pas forcément à la météo, regardez un peu dehors, posez la question aux Colombiens et vous verrez que le temps change très rapidement. Pour faire le bilan de la Colombie, c'est un pays qu'on a énormément aimé, qui nous a beaucoup surpris, tant sur les activités qu'il y a à faire là-bas, avec la végétation, les plages, avec la culture colombienne qui est vraiment très intéressante, une histoire qui est très intéressante, avec des gens très ouverts d'esprit, avec des personnes qui sont très amicales, avec lesquelles on peut parler,
qu'on comprend bien en espagnol, avec des moyens de transport qui sont relativement faciles à prendre, avec une nourriture qui est plutôt bonne. Globalement, c'est un pays qu'on a beaucoup aimé. On a fait plutôt la partie nord. Je pense qu'on reviendra pour faire la partie sud-ouest et le reste du pays parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. C'est un très, très grand pays. Et vraiment, on a beaucoup aimé. Nous, en tout cas, la Colombie, c'était une très grosse surprise. Pensez tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous êtes allé en Colombie ou si vous prévoyez de faire un voyage en Colombie. Si vous avez également d'autres informations à donner à la communauté, à partager, c'est vraiment très important. Et si jamais vous avez peut-être des questions un peu particulières, vous pouvez nous les poser sous la vidéo. Ou il existe également un groupe sur Facebook qui s'appelle Les Français en Colombie, sur lequel vous pourrez trouver pas mal d'informations également de voyageurs qui sont là-bas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!